Récemment, on a beaucoup parlé d'un facteur de pollution qui inquiétait déjà les Scandinaves il y a 10 ans, mais qui vient à peine d'aboutir sur les bureaux de nos ministres de l'Environnement, les pluies acides. C'est qu'ayant constaté l'ampleur du phénomène dans l'Europe industrialisée, on s'est aperçu, en voulant en mesurer l'étendue ici, que ce phénomène représente le plus grave danger pour l'environnement naturel à s'être jamais produit chez nous, pour paraphraser le ministre John Fraser. Ottawa vient tout juste de publier un rapport alarmant qui n'est qu'une étude préliminaire sur la question des transports de polluants industriels sur une longue distance au pays. Et nous avons voulu en savoir un petit peu plus long là-dessus. De ce temps-là, est-ce que toute la pluie qui nous tombe sur la tête est acide? Il est très commun, très fréquent en Amérique du Nord, dans l'Est d'Amérique du Nord, d'avoir des pluies de pH 4,6 qui est environ 10 fois plus acide que les pluies normales. Il arrive assez souvent également qu'on a des pluies de pH d'environ 4 qui est environ 40 fois plus acide. Qu'est-ce que le pH? C'est pour mesurer l'activité chimique que peuvent avoir des substances les unes par rapport aux autres, que ce soit en laboratoire ou dans la nature, qu'on a inventé le pH. Le pH, pour potentiel d'hydrogène, se lit sur une échelle de 0 à 14. Le 7 indique la neutralité. Ce qui a un pH de 7 à 14 est alcalin. De 7 à 0, c'est acide. La chaux, avec un pH de 12,4, est très alcaline. Ainsi, le calcaire peut absorber beaucoup d'acidité dans la nature. La pluie naturelle est légèrement acide, à 5,6. Mais de nos jours, une pluie à 4,6 est fréquente. On n'est pas loin d'une averse de jus de tomate. Dans les pires cas, on a enregistré des lectures de pluie à 2,2, du vrai vinaigre. Dans cette échelle, 1 degré de moins signifie 10 fois plus acide. Si un lac parvient à un pH de 5, les poissons ne peuvent plus se reproduire. À brève échéance, c'est la fin de la vie dans ce lac. Pour le phénomène des pluies acides, il est nécessaire d'avoir des sources importantes d'émissions d'azote et de composés de soufre, un transport par voie atmosphérique sur de grandes distances, des dépôts de ces substances acides sur des écosystèmes fragiles, des lacs, des sols. La fragilité viendra de quoi? En Amérique du Nord, dans l'Est de l'Amérique du Nord, les systèmes sont énormément fragiles parce qu'il n'y a pas de calcaire pour pouvoir neutraliser ou tamponner les apports d'acide. On estime actuellement que d'ici 10 à 20 ans, au rythme actuel des précipitations d'acide, les lacs de tout l'Est du Canada, en grande partie, vont être rendus acides. On sait ce que ça fait à un lac, ça finit par tuer toute la vie qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui arrive à la forêt? Bon, à la forêt, c'est l'effet, ça prend beaucoup plus de temps pour s'en percevoir. Au début, les pluies acides peuvent avoir un effet fertilisant même. Il y a deux composés dans les pluies acides. Il y a l'acide sulfurique et l'acide nitrique. L'acide nitrique peut introduire de l'azote dans un écosystème. Or, les arbres en profitent. C'est comme si on mettait un fertilisant. Mais un effet qu'on n'observe pas, c'est que l'acide sulfurique lessive le calcium, la calcaire dans le sol. Et puis, si c'est trop lessivé, à ce moment-là, les arbres n'ont pas assez de calcium pour avoir un croissement, un développement adéquat. Et le problème s'aggrave si on fait une récolte de ces arbres. Si on abat ces arbres et on les enlève, est-ce qu'il va y avoir assez de calcium disponible qui va rester une fois qu'on va avoir enlevé les branches, le feuillage, etc.? Donc, vous commencez déjà à être incertain de la prochaine récolte. Oh, beaucoup, oui. Il manque beaucoup de calcaire dans nos rocs précambriens. Et puis, c'est très facile de lessiver ce calcaire. Et ça se peut fort bien que cette forêt... on pense toujours à nos forêts comme des forêts inépuisables, qui seront toujours là. Nos pionniers se sont battus contre les forêts, les croyaient invincibles. Mais je crois qu'on peut les détruire facilement, les changer en toundra avec une continuation de pluies acides si on n'y va pas au problème. Dans les catégories d'industrie et de moyens de production, est-ce qu'on a identifié les grands coupables? Alors, aux États-Unis, les sources importantes de dioxyde de soufre sont les centrales thermiques américaines, qui sont situées dans la vallée de l'Ohio, en grande partie. Ils ne sont pas équipés pour arrêter ces émissions de soufre. Au Canada,
Ce sont les fonderies de métaux non ferreux comme l'Inco à Sudbury, la Noranda à Rouyn-Noranda, qui sont les grandes responsables des apports de dioxyde de soufre. À Rouyn-Noranda, la Noranda Mines déverse 63 tonnes à l'heure d'anhydride sulfureux dans l'air. Mais le Bureau d'études des substances toxiques du gouvernement québécois propose qu'on arrête la production seulement quand ils ne vendent pas assez. À Sudbury, l'Inco dresse dans le ciel à 1250 pieds de hauteur la plus haute cheminée du monde, qui crache plus de soufre que tous les volcans de la Terre. On l'a construite pour épargner la région qui suffoquait littéralement. Résultat, c'est maintenant à plusieurs centaines de milles de là que la nature commence à gémir. La solution des années 70 devient le problème des années 80. Tant qu'aux oxydes d'azote, dans les deux pays, en grande partie, ce sont les transports, les véhicules automobiles, et spécialement aux États-Unis, encore une fois, les centrales thermiques. Et lequel des deux pays salit plus le nid de l'autre, ou bien si l'air traverse la frontière à peu près également dans les deux sens? Alors, il y a des estimés préliminaires qui ont été établis qui indiquent que, du point de vue des composés du soufre, les États-Unis transportent, ou les émissions des États-Unis sont transportées au Canada en quantité 3 à 4 fois plus grande que les émissions canadiennes qui vont vers les États-Unis. Alors, on est pris avec un problème plus grave encore que ce qu'on produit nous-mêmes en polluant. Ce que l'on reçoit des États-Unis est assez comparable à ce que l'on émet nous-mêmes dans l'Est du Canada. Domtar, par exemple, a été souvent pointé du doigt comme étant un pollueur. Mais vous vous apercevez que même dans le Nord, vous n'êtes pas tout seul. Est-ce qu'il ne faut pas prendre tous les pollueurs en même temps? Oui, surtout dans le transport aérien, c'est pas comme dans un cours d'eau où on peut faire une canalisation assez étroite puis déterminer qui est le responsable. Dans la voie aérienne, c'est un problème transfrontière, un problème international, et puis qui est très difficile à enrayer. Peut-être nos voisins au sud de nous ne sont pas tellement intéressés à enlever les polluants dans leur gaz parce que ça retombe chez nous. Il n'y a pas un stimulus, là. Alors, il faut avoir une négociation politique assez forte. Je crois que les gouvernements sont très conscients du problème et qu'ils sont conscients de la gravité et qu'il faut arrêter les émissions autant que possible, le plus tôt possible. Par contre, c'est assez difficile de convaincre les industries concernées. Les coûts associés à un contrôle sont énormes. Il faut le mentionner. On indique quelque chose comme 350 millions annuellement au Canada pour arrêter environ la moitié des émissions du soufre. Par contre, les coûts associés à ne pas contrôler sont beaucoup plus grands à long terme. C'est ça. S'il n'y a plus de vie, les coûts, on se sera posé la question pour rien. On n'a qu'à penser à l'industrie de la pêche sportive dans l'Est de l'Amérique du Nord, qui est au-delà d'un demi-milliard annuellement. L'industrie forestière, qui est environ 4 milliards. Et qui s'inquiète. Et qui s'inquiète. Quand vous regardez ça froidement, vous n'êtes pas un peu découragé de penser qu'on va probablement agir trop tard? Disons que l'ampleur du problème a été mise en évidence au cours des récents mois. Depuis le début de l'été, on a fait des pas de géant. On a déterminé que l'impact était peut-être 2 fois plus grave qu'initialement. Et puis, le gouvernement est pressé de toutes parts d'agir dans le domaine, tant par les groupes écologiques que par l'opposition. Alors, on a bon espoir que, malgré les délais imputables aux élections américaines de l'an prochain, on peut s'attendre à une action quand même à moyen terme. Parce que le jeu électoral, les élections aux États-Unis, le référendum ici, sans doute, a un rôle là-dedans? Paralyse jusqu'à maintenant l'action. Si on pense simplement à la sensibilisation au dossier du ministre Léger au Québec, c'est bien dommage, mais il n'est pas dedans, comme on dit. Tandis qu'au niveau fédéral, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le plus grave problème auquel on a à faire face dans le domaine environnemental pour les années 80. Guy Lamarche, vous ne parlez pas beaucoup de neige et ça tombe pourtant actuellement. Est-ce que, j'imagine qu'il y a des neiges acides aussi? Oui, c'est sensiblement le même problème que pour la pluie. À une exception près, c'est qu'au printemps, quand ça se met à fondre tout en même temps, ça crée vraiment un choc très dur sur la nature, qu'on appelle d'ailleurs déjà dans le langage des écologistes le choc printanier de l'eau acide. Et l'agriculture, elle? L'agriculture, c'est moins grave dans la mesure où on peut compenser sur sa terre en calculant l'acidité de son sol et mettre de la chaux
Mais il y a sûrement certains dommages qu'on ne connaît pas aussi de la même façon. En terminant, vous parlez beaucoup de l'importance de la campagne américaine et des gouvernements. Comment la campagne américaine électorale à l'élection peut influencer sur le règlement de tout ça? Ça peut se comprendre par un plan qui est le plan Carter, de ramener le charbon pour faire de l'électricité. Puis si effectivement, parce que lui, évidemment, c'est important comme pour arrêter que les Américains aient peur de la crise de l'énergie. Mais s'ils recommencent à faire de l'électricité comme ça, sans mettre des instruments pour arrêter les émissions d'anhydride sulfureuse, ça peut être extrêmement grave pour nous, d'où l'importance pour le Canada de négocier avec les États-Unis là-dessus. Le charbon qui se prépare surtout en Ohio et dans les États du Nord-Est. Merci beaucoup, Guy Lamarche.